Bonsoir à toutes et tous. L'initiative vous est proposée par le Centre culturel franco-allemand, donc avec Martha qui est présente, et puis avec la petite équipe des adhérents directs de la Maison de l'Europe qui suivent la bibliothèque, qui participent au groupe de travail. Et donc là, il y a Yves qui est là, il y a Marie-Ève, et puis donc moi qui suis aussi dans ce groupe. Au départ, effectivement, c'est Martha qui avait fait le constat que nous avions dans nos bibliothèques respectives le même livre, un en version allemande, l'autre en version française, à savoir La capitale de Robert Menas. Et donc, dans le cadre de la préparation de la Fête de l'Europe, on a pensé que peut-être on pouvait vous proposer une soirée autour de ce livre. On a pensé que ça pouvait s'inscrire dans la thématique de la Fête de l'Europe, dont la thématique est cette année le voyage. Dans le livre de Robert Menas, on voyage beaucoup, on voyage dans les institutions européennes, mais on voyage aussi en Europe. Je voulais vous dire quelques mots sur notre bibliothèque. La bibliothèque Europa-Nantes, c'est le regroupement des 4 bibliothèques, des 4 centres culturels qui sont résidents à Europa-Nantes, plus la bibliothèque de la Maison de l'Europe, plus la bibliothèque du Centre culturel franco-tchèque, ou de l'association franco-tchèque, je ne sais plus l'intitulé exact, qui était déjà hébergé à la Maison de l'Europe. C'est plus qu'un regroupement, parce qu'en fait, c'est une mutualisation avec un projet. On s'est doté d'un outil de gestion de la bibliothèque qui est commun, et on a un catalogue en ligne qui est commun. Hélas, à peine installé, on a le Covid qui nous est tombé dessus, et depuis plus d'1 an, Europa-Nantes et nos bibliothèques sont fermées, même si à 2 reprises, on a réussi à faire des opérations type Drive pour permettre à des gens d'emprunter ou de ramener des bouquins. Donc ce soir, l'initiative, l'objectif, c'est de faire connaître notre bibliothèque, mais de la faire vivre dans ce cadre de confinement. Mais c'est aussi peut-être parler d'Europe un peu différemment à travers la littérature. Ce qu'on vous propose ce soir, c'est en 2 parties. Une première partie, on va présenter l'auteur, le livre. Donc, c'est Martha qui va vous faire la présentation. Après, lecture d'un petit extrait. Chacun des lecteurs va pouvoir réagir, dire son sentiment par rapport à ce livre. Et puis, deuxième partie, on fera 3 focus. Et sur chaque focus, on invitera un binôme à s'exprimer. Et chaque focus sera précédé de la lecture d'un petit texte qui introduit le thème. Donc, les 3 focus, le premier, c'est Sous la menace de la culture. Le deuxième, c'est Auschwitz, capitale de l'Europe. Et le troisième, c'est Think Tank et Lobby. Donc, voilà pour le déroulement. Voilà, donc je te passe la main, Martha. Commence avec la présentation. Nous avons découvert, donc, comme Jean-Marie vous a dit, le livre en allemand et en français dans notre bibliothèque. Dans le cadre de notre cercle littéraire du Centre culturel franco-allemand, nous avions découvert Robert Menas quand il a eu le prix du livre allemand il y a 3 ans. Donc, c'est un prix qui a un peu l'effet du concours en France en ce qui concerne le succès en librairie et la résonance médiatique. Robert Menas était alors un auteur déjà bien connu dans les pays germanophones. Il avait déjà publié une 40aine d'ouvrages, donc des romans, mais aussi beaucoup d'essais. Il est né à Vienne en 1954, où il vit encore actuellement, ou de nouveau actuellement. Il a fait des études de lettres, de philosophie, de sciences politiques. Et pendant les années 80, il a enseigné au Brésil, à l'Université de São Paulo. Il sera traducteur du portugais vers l'allemand et puis il se consacrera entièrement à ses écrits littéraires, mais aussi à ses essais sur des questions philosophiques, esthétiques, politiques. Donc très engagé sur son pays, l'Autriche, et puis l'Europe. Depuis 1997, au moins 8 de ses livres ont été traduits et publiés en France. Je mentionne juste 2 prix littéraires qui m'ont paru particulièrement intéressants. Il y a 2 ans,
un recueil de récits intitulé « Chacun peut dire je ». Bon, je l'ai ici en allemand. Ouais, ça ne m'apparaît pas. Donc, a obtenu un prix des lycées français d'Europe en tant que meilleur livre pour une étude en classe. Et parmi les distinctions récentes, donc retenons en 2020 le prix chinois pour le meilleur roman étranger. D'après le jury, La Capitale, donc livre captivant et plein d'humour, permet aux lecteurs chinois de mieux comprendre l'Europe. Voilà, on pourrait peut-être voir l'image où Robert Menas fait son discours devant le Parlement européen. C'était donc à l'occasion du 60e anniversaire des traités de Rome, en mars 17, que Robert Menas a eu l'honneur de prononcer le discours devant le Parlement européen. Il avait intitulé son discours « Critique de la raison européenne ». Voilà, et on peut voir Robert Menas lui-même dans une interview qu'il a donnée à Arte. Tout écrivain qui écrit sur son époque, dans l'esprit européen des Lumières, de telle manière que ses contemporains peuvent se reconnaître et ses lecteurs futurs comprendre l'époque, est pour moi un écrivain européen. C'est comme ça que je me vois, je le revendique. C'est le continent qui, malgré toutes les différences entre les populations, a réussi à mettre une chose commune en avant. L'espoir de la raison. Les nationalistes empêchent l'unification. Puis ils disent « L'unification ne fonctionne pas et il n'y a que nous, nationalistes, pour vous sauver. » Ce qui signifie qu'en ce moment, nous vivons un moment de folie d'une grande partie de la population qui fait du fossoyeur un médecin. Je crois que le rêve européen est le rêve de tous les êtres humains, à savoir vivre libre, en paix, en démocratie, sur la base des droits de l'homme, sans entrave politique. C'est le rêve de pouvoir se consacrer à des activités intelligentes, un travail non aliénant par exemple. Vous avez lu dans le programme de la fête de l'Europe actuelle que nous voulons entreprendre un voyage littéraire dans les institutions européennes en échangeant autour du livre La Capitale. C'est un vaste sujet, hein, les institutions européennes. Donc, en fait, Robert Menas nous amène surtout à l'intérieur de la Commission. Et notre voyage ne prétend pas être une analyse littéraire approfondie. Nous discuterons de quelques aspects de ce gros roman de 440 pages, probablement plus sur le fond que sur la forme. La composition du roman est pourtant impressionnante. Dans les 11 chapitres, plusieurs intrigues se déploient, dont certaines se mélangent. Au moins 8 personnages sont les protagonistes essentiels de ce puzzle. Nous laissons de côté aujourd'hui l'intrigue policière, donc un assassinat est perpétré dès le premier chapitre, et nous laissons de côté aussi l'histoire mystérieuse qui semble impliquer les services secrets
du Vatican et de l'OTAN. L'action commence à Bruxelles. C'est là que vivent la plupart des protagonistes. D'autres viennent de l'extérieur, comme le professeur Erhard. Les voyages jouent un grand rôle entre Bruxelles et la Pologne ou l'Autriche, parmi d'autres, et les fonctionnaires de la Commission sont bien sûr originaires de tous les pays de l'Union. Les souvenirs et les biographies de plusieurs personnages entraînent le lecteur dans le passé, le XXe siècle, avec la Seconde Guerre mondiale. Mais l'action principale se déroule entre janvier 2015 et le début de l'été de la même année. Les événements de l'année suivante sont incorporés dans l'action, le Brexit et l'attentat à la station de métro Maelbeek à Bruxelles, donc de mars 2016. Donc, plusieurs fonctionnaires de la commission, quadragénaires le plus souvent, essaient de préparer une grande fête à l'occasion d'un anniversaire de la fondation de la commission. L'objectif est d'améliorer l'image des institutions européennes de la commission, avant tout. Pour certains fonctionnaires, c'est surtout un moyen de se rendre eux-mêmes ou elles-mêmes visibles, d'obtenir un avancement dans leur carrière. Nous rencontrerons tout à l'heure dans un extrait du livre Martin Sussman, qui est affecté à la commission communication de la Direction générale éducation et culture. Le personnage qui nous intéressera le plus est le professeur Erhard, un universitaire économiste retraité qui fait partie d'un think tank, un groupe de réflexion censé conseiller le président de la commission. Il vient d'Autriche à Bruxelles seulement pour participer aux réunions du think tank et n'entre pas en contact avec les fonctionnaires impliqués dans le projet du jubilé. L'autre personnage important qui n'entre pas directement dans l'action principale est un survivant de la Shoah, David de Vriend. Un prologue et un épilogue encadrent les 11 chapitres. Nous y rencontrons un cochon qui se promène dans la ville de Bruxelles et qui va susciter un énorme intérêt des médias. Le cochon réapparaît à plusieurs reprises à l'intérieur du récit et sert de lien entre certaines parties du puzzle. Dès le prologue, nous découvrons donc une bonne partie des personnages et le cochon. Virginie, est-ce que tu veux nous lire les extraits du prologue? Avec plaisir. Bonjour à tous. Là, un cochon qui court. David de Vriend l'aperçut au moment où il ouvrait une fenêtre du séjour pour laisser une dernière fois son regard glisser sur la place avant de quitter cet appartement à tout jamais. En bas, il n'y avait rien qu'il n'eût connu. Et voilà qu'il devait déménager parce que d'autres temps étaient venus. Et c'est alors qu'il vit, mais oui, c'était bien cela. Là, en bas, il y avait un cochon, en plein Bruxelles, dans le quartier Sainte-Catherine. Fenia Xenopoulou était installée au restaurant Ménélas, à la table la plus proche de la grande vitrine avec vue sur la place. Elle était nerveuse. Du coup, elle en était déjà à son deuxième ouzo. Le serveur lui déposa une petite assiette pleine d'olives et dit « Un cochon !»« Je vous demande pardon ?» Fenia leva les yeux, constata que le garçon fasciné regardait à l'extérieur sur la place et le vit à son tour. Le cochon courait en direction du restaurant. La pluie ruisselait sur la fenêtre. Fenia Xenopoulou vit à travers ce filtre trouble le cochon freiner tout d'un coup devant quelques passants et repartir en galopant, cette fois en direction de l'hôtel Atlas. Au même moment, Richard Oswetsky quitta l'établissement. À l'instant où il sortit de l'ascenseur pour traverser le foyer de l'hôtel, il avait déjà remonté la capuche de sa veste sur sa tête. La pluie tombait à pic. La capuche, la démarche hâtive, tout cela était parfaitement normal et anodin dans de telles circonstances.
Personne ne devait pouvoir affirmer ultérieurement dans sa disposition qu'il avait vu un homme prendre la fuite. Il obliqua soudain vers la droite, entendit des appels énervés, un cri et un étrange halètement mêlé de couinements. Il s'arrêta un bref instant et regarda derrière lui. C'est alors qu'il remarqua le cochon. Les passants qui avaient observé la scène suivaient des yeux le cochon et non l'homme à capuche. C'est alors que Martin Zussmann vit l'animal. Lui habitait l'immeuble voisin de l'hôtel Atlas et ouvrait sa fenêtre à ce moment précis pour aérer un peu. Il n'en crut pas ses yeux, ça ressemblait à un cochon. À cet instant précis, Bouddha Mustapha tournait au coin de la rue et manqua à entrer en collision avec le cochon. Pris de panique, Bouddha Mustapha fit un bond de côté, perdit l'équilibre et tomba. Il vit alors une main qui descendait et se tendait dans sa direction. Il découvrit le visage d'un homme d'un certain âge, un visage triste, soucieux, trempé de pluie. Le vieil homme avait l'air de pleurer. C'était le professeur Alois Erhardt. Bouddha Mustapha prit la main du professeur Erhardt et accepta son aide pour se relever. Son père l'avait bien mis en garde contre l'Europe. Je donne la parole à tous nos participants. Si vous voulez bien vous présenter et nous donner votre impression, comment vous avez perçu le livre en général. Donc, est-ce que je demande peut-être à Olivier Prunet pour commencer. Bonsoir à tout le monde. J'ai lu le roman avec beaucoup d'intérêt. Moi, j'ai vécu 20 ans à Bruxelles, donc la scénographie, et j'ai travaillé à la Commission européenne, donc je trouve que le roman est très attrayant. Marie-Ève, est-ce que tu veux continuer? Et donc, vous pouvez expliquer un peu plus, hein, si vous voulez. Donc, comme première impression, bon, on a pris du retard, mais on n'est pas si pressé que ça quand même. Bonjour. Alors moi, j'ai trouvé que c'est un livre très réussi, à double titre, parce qu'il y a l'aspect romanesque, donc c'est un voyage dans l'imaginaire. Il y a l'aspect documentaire qui a été très fouillé, très recherché, très abouti. Et en plus, tout ça nous est raconté avec beaucoup d'humour. Et ces deux aspects sont pas posés l'un à côté de l'autre, ils sont imbriqués l'un dans l'autre. Justement, certains personnages, on les retrouve en tant que fonctionnaires européens, d'autres non. Ils ont quelque chose à faire ensemble. Mais ce qu'on peut souligner, c'est qu'ils sont fondamentalement humains. Et donc, ça rapproche. Ils ont les mêmes soucis que vous, que moi. Et l'Europe, du coup, c'est pas quelque chose de lointain, c'est quelque chose qu'on construit tous. Et puis, il y a quand même les derniers mots du livre qui constituent à eux seuls tout un programme où ça se termine en disant à suivre. Donc, c'est à nous maintenant de faire quelque chose avec. On a tout en main. Bien. Merci, Marie-Ève. Daniel, est-ce que tu veux continuer? Ton micro. J'allume mon micro, voilà. Écoutez, moi j'ai été professeur d'allemand pendant une trentaine d'années dans un lycée de Nantes et j'ai lu ce Robert Menas avec beaucoup d'intérêt. Je ne le connaissais pas auparavant. Ce que j'ai bien apprécié, c'est le voyage qu'on fait dans les institutions européennes, au moins une partie d'entre elles. On vit à l'heure européenne, les personnages qui sont présentés en situation réelle et on dit de l'Europe ce qu'elle est au quotidien, avec, enfin, sans emphase. On met en scène des personnages, ils sont très, très criants de vérité, hein. Ils ont des parcours, l'Europe ne fonctionne pas toujours bien. On montre la réalité européenne avec ses vicissitudes, les nationalités, les jeux d'influence, mais on a quand même toujours le sentiment d'être un peu dirigé et entraîné vers des perspectives, vers des possibilités. Il y a des ouvertures sur des fonctionnements qui seraient peut-être un petit peu meilleurs que ce qu'on peut observer au jour le jour.
Voilà, c'est le message de quelqu'un qui croit en l'Europe, peut-être pas forcément ce qu'il voit au quotidien, mais ce qui pourrait en advenir. Une remarque sur la forme quand même, j'ai lu donc le texte en allemand dans un premier temps, et j'ai été intéressé par la qualité de la langue, c'est une langue un peu dense, hein, et peut-être difficile à traduire. J'ai lu ensuite le texte en français et je n'ai pas eu la même émotion, je n'ai pas eu je n'ai pas trouvé la même qualité bon, voilà, dans ce récit. Ça mériterait peut-être d'être approfondi, mais j'en ai pas fait. Je n'ai pas comparé les textes. Bien. On pourra peut-être voir tout à l'heure hein, qui a lu le roman en allemand ou en français. Alors, Virginie, est-ce que tu veux enchaîner? Oui, bonjour, donc je m'appelle Virginie Priou, je suis chargée de promotion touristique pour la région des Pays de la Loire. Et donc, moi j'ai lu aussi, j'étais assez curieuse de ce roman qui m'a donc été mis entre les mains par Daniel. J'avoue que j'ai été un petit peu déçue, j'ai eu du mal à rentrer dedans, j'ai eu du mal avec cette confusion des situations, des lieux, des personnages. Je trouve qu'en plus formellement, enfin, au niveau du format, c'est très difficile à suivre en fait. On sépare pas les dialogues des pensées des uns et des autres et des lieux et des situations. Donc, je me suis régulièrement retrouvée perdue. Et puis, alors, une deuxième, donc on voit dans toutes les interviews qu'il donne, Robert Menasse, qu'il est passionné d'Europe, que c'est pour lui, c'est un rêve, un idéal. Eh bien, pour moi, il n'y a aucun des personnages qui travaille pour les institutions européennes qui a une image positive. Ils sont tous, enfin, il y en a aucun à qui on a envie de s'identifier, qui porte avec, enfin, l'idéal vraiment. Il y en a peut-être un ou deux, mais en tout cas, ils sont très souvent tournés en ridicule. Et voilà, ça m'a un peu déçu finalement, ma naïveté moi aussi, je suis plutôt une Européenne convaincue. Bah, là, voilà, j'étais un petit peu déçue. Ce sera intéressant à confronter à d'autres impressions. Ouais. Yves, est-ce que tu veux continuer? Première information que j'avais eue concernant cet ouvrage était extrêmement négative, en ce sens que la description de la vie sur place du fonctionnaire et du fonctionnement des institutions risquait en fait de détourner de l'Europe. Moi, je ne l'ai pas vu du tout comme ça, en fait. Et moi, j'ai vu dans ce récit cocasse et dans cette description des eurocrates et du milieu des fonctionnaires, bon, beaucoup d'humour mais je trouve aussi en parallèle qu'il y a en fait quelque part une certaine humanité et finalement, malgré cette vie d'experts, de bureaucrates et de lobbyistes qui se côtoient, et où il y a un côté grotesque et une certure mordante, je retiens quand même quelque part entre les lignes une certaine humanité des gens qui travaillent là-bas. Et moi, j'ai été assez attentif à cette manière de voir le fait, par exemple, qu'il y ait des gens qui sont de 25 nationalités, donc avec des cultures différentes et des formations différentes, qui soient obligés de travailler ensemble. Et on comprend que finalement, de cette différence, de cette diversité, il en est quelque chose de plutôt positif. Moi, je retiens cet aspect-là de cet ouvrage. Merci, merci. Bon, donc, Fabien, pour terminer. Bonsoir à tous, merci pour l'invitation. Donc Fabien, moi je travaille à la Commission européenne, donc j'ai lu le roman en italien, donc je ne sais pas quelle est la valeur de la traduction en italien via ces lunettes-là. Donc effectivement, c'est intéressant de voir qu'il y a eu cette volonté de l'auteur de faire une petite sociologie un petit peu personnelle
des institutions, et pas seulement des institutions d'ailleurs, aussi de tous ceux qui gravitent autour des institutions. Il y a cette sorte de digression sur un certain nombre de lobbies, etc. Bon, il y a le think tank, évidemment, on va y revenir, je crois, mais il y a aussi le lobby du porc, le lobby de l'industrie du porc, qui est une sorte de digression assez intéressante sur voilà, un de ces lobbies qui tourne autour des institutions. Je partage dans une certaine mesure l'avis de Virginie. J'ai eu moi aussi un petit peu de mal à rentrer dans le roman, notamment parce qu'il a un aspect très désarticulé, effectivement. Il y a parfois des moments assez décousus, et peut-être, enfin c'est mon interprétation personnelle, c'est une sorte de mise en abîme assez intéressante et assez humoristique des institutions elles-mêmes et de la manière dont elles s'inscrivent dans la ville de Bruxelles, parce que bon, voilà, Bruxelles c'est la capitale du surréalisme. Les institutions européennes s'inscrivent à Bruxelles et s'inscrivent peut-être de manière un peu surréaliste dans la capitale du surréalisme. Donc c'est bon, en tout cas c'est une lecture que moi j'ai eue. Il y a un humour très pince sans rire, sans doute assez difficile à traduire, donc j'aurais beaucoup aimé pouvoir le lire en allemand, malheureusement je ne peux pas. Voilà, donc c'est... Puis il y a ce fil rouge du porc, effectivement, du début jusqu'à la fin, que moi personnellement j'ai pas complètement réussi à expliquer. Une des possibles hypothèses qu'on peut formuler à ce sujet-là, c'est une forme d'identification d'une identité européenne à la figure du porc qu'on retrouve peut-être dans plusieurs pays, dans tous les pays européens, dans une manière ou d'une autre. Bon, peut-être. Il y a sans doute d'autres explications. Bon. Donc, je crois qu'on retient surtout de toutes ces impressions la complexité de la composition du livre a perturbé certaines ou certains. Évidemment, je crois que ça reflète la complexité de la construction européenne. Sinon, l'histoire du cochon, c'est important dans le livre. Il y a la multiplicité, la multitude des significations, des symboles qui s'y attachent. En allemand, on a d'un côté le Glücksschwein, donc le petit porc mignon qui est un porte-bonheur. Et évidemment, ça va jusqu'à la Drecksau, gros porc, donc l'insulte majeure. Donc tout est là-dedans. Et l'ouverture sur l'industrie de la viande, c'est important aussi dans l'histoire où on voit que différentes commissions sont impliquées dans les questions de production et d'exportation de cette viande. Mais je crois qu'on peut revenir à d'autres détails. Nous avons prévu, Jean-Marie a dû l'annoncer au début, de nous pencher particulièrement sur 3 aspects. Oui. Donc, on va nous pencher sur le premier sujet. Donc, on aura donc une lecture par Yves de notre extrait « Sous la menace de la culture ». Martin Sussman était fonctionnaire de la Commission européenne, Direction générale, éducation et culture. Il n'avait pas mis longtemps à le comprendre. Au sein de l'appareil, on disait seulement la culture à propos de cette direction générale. L'éducation passait à la trappe, alors que c'était justement dans ce domaine qu'on avait obtenu des résultats remarquables, par exemple en développant et en imposant le programme Erasmus. Et l'on percevait toujours un petit sous-entendu derrière les mots « la culture ». On aurait dit que des brokers de Wall Street prononçaient le terme numismatique, le hobby d'un parent extravagant. Mais
même au sein du public, pour peu qu'il s'y intéressât, l'image de la culture européenne n'était pas bonne. Martin Sussman était en fonction depuis peu, et il lisait encore les journaux de son pays. Une erreur typique de débutant. Lorsque l'indignation éclata en Autriche, parce qu'on menaçait les Autrichiens de leur attribuer la culture. Chaque État membre de l'Union européenne avait droit à un poste de commissaire. C'est le gouvernement qui choisissait un individu, mais il revenait au président de la Commission de lui assigner un domaine. Lorsque, après les élections européennes de l'époque, on avait réattribué les postes, la rumeur courut que le commissaire nommé par l'Autriche allait se voir attribuer la culture. La discorde régnait au sein du gouvernement autrichien de coalition parce que le parti du commissaire désigné soupçonnait une intrigue de son partenaire. On protesta. Les journaux autrichiens firent monter la sauce et ils pouvaient avoir confiance dans la facilité d'indignation de leurs lecteurs. Sous la menace de la culture ou encore la culture pour endormir l'Autriche. Cela semble être une réaction très étonnante si l'on songe que ce pays, nous n'irons pas jusqu'à dire se concevait, mais tout de même se qualifiait volontiers de nation culturelle. Cette réaction était toutefois en adéquation avec l'image et l'importance qu'avait la culture dans le dispositif du pouvoir européen. L'une comme l'autre dépendait du budget qu'un service pouvait distribuer et de l'influence qu'il était susceptible d'exercer sur les élites politiques et économiques. Et s'agissant de la culture, cela se présentait mal dans les deux cas. Au bout du compte, le commissaire autrichien n'obtint pas la culture, mais la politique régionale, ce qui souleva une vague jubilatoire au sein de la nation de la culture. Nous avons un budget de 337 milliards, annoncèrent alors les feuilles de choux autrichiennes. Bon, merci. Donc, c'est avec Marie-Ève que vous vouliez commenter ce passage ou cet extrait, cette idée. Il y a peut-être Catherine qui, en tant qu'Autrichienne, pourrait aussi intervenir si tu veux. Ce que j'ai à dire au début de ce passage, c'est qu'il est vraiment tout au début. On a l'impression que l'action s'arrête un petit peu pour avoir le temps de nous présenter notamment le personnage de Martin Sussman. D'ailleurs, pour présenter ce personnage, je vous propose de m'arrêter un petit peu sur son nom, qui est une construction en fait. Sus, ça veut dire cochon. Donc c'est l'homme des cochons, tout simplement. Et on verra plus tard dans le livre, bon, c'est pas dans ce passage-là, que une de ses supérieurs hiérarchiques, son nom commence par Xéno, qui veut dire étranger. Et là, je pense que c'est tout à fait voulu par l'auteur. D'ailleurs, l'expression « sous la menace de la culture » est formée par deux termes qui se contredisent. Donc là aussi, c'est de l'humour tout à fait voulu, tout à fait construit par l'auteur. Donc le terme « menace » renvoie à tout ce qui est blessure, peur et mort, alors que le terme « culture », c'est la culture de la terre, la connaissance. C'est tout à fait le contraire. Ça annonce le fait que la culture va jouer un rôle très important et qu'elle n'est pas simplement une toile de fond sur laquelle va s'inscrire les évolutions des différents personnages et de l'intrigue en général. On peut en conclure que la culture avec Martin Sussman et d'autres personnages vont vraiment supporter l'action, être des moteurs eux-mêmes. Et c'est ce qui est important indépendamment des questions de budget, même si le budget alloué à la culture dans cette circonstance est vécu comme une dégradation. Voilà ce que j'aurais à dire très brièvement sur ce passage. Le passage présente beaucoup d'intérêt, mais je pense qu'on peut se limiter à ça, quoi.
Yves, est-ce que tu veux enchaîner? Moi, ce que je voulais dire tout simplement, c'est qu'effectivement, en fonction des compétences, effectivement, les différentes directions de la commission n'ont pas du tout les mêmes budgets. Et comme il y a peu de compétences qui sont reconnues à la commission en matière de culture, ça explique effectivement le fait que cette commission ne soit pas clinquante pour un commissaire ou pour un pays. Mais là, on est effectivement dans une réaction qui peut être excessive parce qu'effectivement, l'Autriche est plutôt un pays dans lequel la culture existe et est reconnue. Donc, effectivement, là, il y a un petit peu quelque chose de surprenant. Donc, on comprend la réaction. Et en même temps, il est vrai que la culture au niveau de l'Europe, c'est pas l'élément principal, même s'il y a des explications importantes concernant le fait que la culture soit d'abord une compétence d'État, voire de région, et que donc le point de vue qu'on peut avoir sur ces montants, sur ces budgets existants ou pas, est tout à fait différent. Donc Robert Menas, évidemment, ne boude pas son plaisir de se moquer de son pays ou de la presse autrichienne. Catherine, est-ce que tu penses que c'est à peu près réaliste ce qu'il dit là? Donc je pense que c'était donc en 14 quand il y a eu la nouvelle commission, qu'on en a de nouveau réparti les différentes commissions, que ça a dû se produire comme ça. En fait, Martha, moi, malheureusement, je pourrais pas dire grande chose parce que je ne suis pas du tout autrichienne. Excuse-moi. Je suis allemande, je viens du Baden-Württemberg et peut-être l'accent se ressemble un peu. Du coup, je connais pas du tout la presse autrichienne, je suis désolée. Ah, excuse-moi. Donc, non. Il y a pas de mal. Bien. Bon, donc, de toute façon, tu nous liras tout à l'heure quelque chose en allemand, mais on n'a peut-être pas terminé sur ce premier sujet de sous la menace de la culture. C'est peut-être pas uniquement en Autriche que la commission de la culture n'est pas la plus en vue. Pour nous, le peu d'enthousiasme pour la culture sur le plan politique, est-ce qu'il faut lire ça entièrement comme satire ou est-ce qu'il y a quelque chose qu'on observe dans d'autres pays? Si je peux me permettre juste un instant, l'histoire autrichienne est assez juste puisqu'il y a un commissaire autrichien qui a été titulaire de la politique régionale. Et moi, pour avoir pratiqué la Commission européenne longtemps, il est classique effectivement que la culture ne soit pas très désirée par les États membres, à juste titre ou souvent à tort, et que souvent ça arrive du côté grec, pas systématiquement, mais ça peut. Donc je trouve qu'il est assez bien renseigné, le clin d'œil n'est pas mal. Et évidemment, on trouve aussi la citation qui est attribuée probablement de manière erronée à Jean Monnet. Si c'était à refaire, on commencerait par la culture comme fondement de l'Europe. Ici, c'est pas le même écho. Bon. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose à ce chapitre? Sinon, donc, on passerait... Je peux juste dire un mot très rapidement. Effectivement, bon, la perception sur la direction générale de la culture et de l'éducation qui s'occupe pas seulement de culture, mais qui s'occupe effectivement d'Erasmus, c'est un peu, voilà, un peu, peut-être un peu exagéré ici, mais il y a un fond de vrai. Ça porte encore plus, j'allais dire, dans un pays peut-être comme l'Autriche ou dans un pays comme la France,
où on a une très haute considération pour la culture et où on a typiquement en France un ministère de la culture depuis Malraux, puissant, prestigieux, etc. Ce qui n'est pas du tout forcément le cas dans d'autres États membres. Donc ça participe aussi du décalage sur la perception du portefeuille de la culture et de l'éducation. Ça, c'est une chose. Si vous allez dans des pays nordiques ou dans des pays d'Europe centrale et orientale, le ministère de la Culture, parfois, il n'existe pas à ce titre plein et entier. Il va être fusionné avec d'autres. Et puis, bon, c'est quand même pas la direction générale de la culture et de l'éducation, c'est quand même une direction générale qui gère beaucoup d'argent, qui gère l'argent d'Erasmus, de mémoire 17 milliards sur 7 ans. C'est pas rien quand même. Donc voilà. Et puis d'ailleurs, il est très bien renseigné aussi sur les budgets, parce que de la politique régionale sur la précédente programmation, je crois effectivement que c'était 337 milliards. Bon, donc le budget joue un rôle énorme, et puis il y a d'autres facteurs qui diffèrent d'un pays à l'autre sans doute. Bien, alors on passe au sujet suivant, donc Auschwitz. Et là, Catherine, donc allemande, tu vas nous lire le petit paragraphe, et après, donc ce sera Daniel et Virginie qui vont échanger à propos de ce sujet. Sagte, und deshalb muss die Union ihre Hauptstadt in Auschwitz bauen. In Auschwitz muss die neue europäische Hauptstadt entstehen, geplant und errichtet als Stadt der Zukunft, zugleich die Stadt, die nie vergessen kann. Nie wieder Auschwitz ist das Fundament, auf dem das europäische Einigungswerk errichtet wurde. Zugleich ist es ein Versprechen für alle Zukunft. Diese Zukunft müssen wir errichten, als erlebbares und funktionierendes Zentrum. Haben Sie den Mut, über diese Idee nachzudenken? Das wäre doch ein Ergebnis unserer Reflection Group. Eine Empfehlung an den Präsidenten der Kommission, einen Architekturwettbewerb auszuschreiben für die Planung und Errichtung einer europäischen Hauptstadt in Auschwitz. Merci. Auschwitz, capitale de l'Europe. Bon, il faut se rendre compte que dans ce roman, il y a un leitmotiv, c'est plus jamais ça. Plus jamais ça, sur lequel se fonde, enfin au moins c'est présenté de cette façon-là, se fonde l'idée qu'il faut absolument construire l'Europe. Et l'occasion est donnée, puisqu'il s'agit de célébrer la naissance de la Commission européenne, de trouver une idée qui soit prospective, qui permette de se projeter dans l'avenir et qui permette aussi à la directrice de la culture peut-être d'obtenir un poste plus gratifiant dans une autre direction générale. Ils ont l'idée d'aller à Auschwitz et de renforcer cette idée du plus jamais ça. Plus jamais ça, c'est vraiment un leitmotiv dans ce livre. Hein, il faut pas continuer ce qui s'est déjà produit. Il faut dépasser les antagonismes, construire des coopérations, se défaire de nationalisme et pourquoi pas sublimer les nations et construire une Europe fédérale. Alors l'idée est belle et bon, peut-être qu'elle est dans le moment d'aujourd'hui encore un peu irréaliste. Donc ça c'est l'observation, c'est le roman ça. Si on réfléchit à cette question-là, on se rend compte que d'abord le slogan de « plus jamais ça », ça date pas de la Deuxième Guerre mondiale, ça date de la Première Guerre mondiale. C'est à la fin de la Première Guerre mondiale que les belligérants ont dit « il ne faut pas recommencer ça ». On a quand même recommencé 20 ans plus tard. Mais donc l'origine de cette volonté de ne pas recommencer, donc de s'entendre, c'est lié aux actions de guerre et aux conflits et évidemment au drame qu'a engendré la Première Guerre mondiale. Ça revient évidemment naturellement au cours de la Deuxième Guerre mondiale, et toutes les horreurs qui ont eu lieu à cette occasion-là,
dont fait partie la Shoah, évidemment. Auschwitz, c'est le symbole de la Shoah. Alors, tirer de ça qu'il faudrait construire la capitale de l'Europe à Auschwitz, c'est quand même une idée un peu curieuse. Ça ressemble un peu à une provocation. Ça tombe pas sous le sens. Et d'ailleurs, cette proposition-là va être refusée par les gens qui auraient pu l'accepter. Par exemple, en premier lieu, la Pologne. La Pologne refuse tout à fait la perspective de ça. Bon, je trouve que c'est quand même une un peu curieuse idée. Cela dit, Menasseh l'affirme, parce qu'il est un Européen convaincu, il pense que ça pourrait peut-être avoir un débouché quelque part, mais dans sa présentation, il est, alors on me dit qu'il est un peu autrichien dans ce sens-là, je veux bien le croire, je n'en ai pas une grande expérience, mais parce qu'il utilise beaucoup l'outil de la dérision. Hein, il y a un moment qui est assez intense, c'est la visite de Martin Sussman au camp de Auschwitz. Et alors, il y a évidemment un certain nombre de descriptions qui correspondent à ce qu'on sait du génocide, hein, voilà, je cherchais mon mot. Et puis, il y a un certain nombre de réflexions qui vous font sourire ou qui font un peu grincer les dents. Par exemple, il rencontre un groupe d'élèves allemands qui sont d'origine turque visiblement et qui s'entretiennent l'un et l'autre en turc. Et la prof se rapproche et dit écoutez, arrêtez, enfin, ça ne doit pas être autorisé de parler turc quand on est en groupe de classe allemand. Et alors les élèves répondent, ils disent mais justement c'est un endroit où il vaudrait mieux ne pas parler allemand. Ça c'est une réflexion hein, qui est confirmée une autre fois. Martin Sussman se trouve devant les crématoires et il voit une affiche qui porte l'inscription destinée aux visiteurs évidemment, No smoking in Auschwitz. Pas de fumée, on ne fume pas à Auschwitz parce qu'il voulait s'allumer une cigarette. Voilà, ça c'est une façon un petit peu brutale de provoquer le visiteur avec lui et de faire avancer son idée de faire la capitale à Auschwitz. Voilà mes réflexions à ce sujet. Merci Daniel. Donc Virginie? Oui, alors on a partagé ces réflexions hier et je les partage assez largement. Et oui, cette description de la visite d'Auschwitz qui est très déstabilisante et qui ressemble pas du tout à celle qu'on voit habituellement, où il y a de l'émotion qui passe ici. Et en fait, quand il décrit la visite de Sussman à Auschwitz, on sent pas du tout d'émotion, ou très peu. Il relate ces faits très incongrus, le distributeur de boissons et de barres chocolatées, le fait qu'il ait un petit badge guest of honor, etc. C'est complètement décalé par rapport à ce qu'on peut trouver d'habitude. Donc, je pense que c'est de la provocation. L'idée, c'est de faire réagir son lecteur, forcément, et peut-être de transformer un peu cette image qu'on a d'Auschwitz et d'introduire ensuite la proposition qu'il fera d'en faire la capitale de l'Europe, j'en sais rien, mais voilà, le fait que la chose principale que Martin Sussman se rappelle quand il pense à sa visite, et donc il en rêve dans l'avion, et c'est qu'il a compté ses pas entre les différents lieux au sein du camp. Voilà. C'est des choses très inhabituelles dans une description de ces visites mémorielles dans les camps, je pense. Oui, il est déjà malade, hein. Quand il rentre en avion, il a ses idées et quand il arrive donc devant sa patronne avec cette idée, elle lui dit tout de suite, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est une idée, c'est complètement fou pour un jubilé, une célébration pour améliorer l'image de la commission, pour fêter, et toi, tu nous proposes Auschwitz, donc le condensé de ce qu'il y a de plus horrible dans l'histoire de l'humanité. Hein. Donc, c'est évident pour le lecteur, je crois, on adhère hein, donc à ce jugement de Xeno. Et après,
on voit quand même que Martin Sussman, qui est un personnage, je crois, hein, sympathique dans l'ensemble, donc vous avez, je crois, hein, tous eu l'impression que c'est quelqu'un de très humain, et donc qui réfléchit beaucoup. Lui n'est pas carriériste, contrairement à certains de ses collègues. Il a vraiment eu cette idée et il la défend. Et à la fin, quand on voit le professeur Erhardt dire la même chose, donc construire de toutes pièces une capitale. Donc, deuxième signification, évidemment, du titre. Hein. Au début, on pense Die Hauptstadt, c'est Bruxelles, et puis on voit qu'il y a une autre idée hein, dans le titre du livre. Et le professeur Erhardt, donc évidemment, c'est une provocation, ce qu'il fait dans son think tank, mais il est sincère. Je crois qu'on voit, le lecteur voit qu'il exprime quelque chose de profond. Est-ce qu'on passe au dernier sujet, donc la think tank, comme il est déjà 7 heures. Olivier, est-ce que tu veux bien nous lire le passage choisi? Alors, je vais vous lire un extrait, effectivement, sur les questions de think tank, qui dit ce qui suit. Le professeur Erhardt classait les membres du think tank en 3 catégories. On trouvait d'abord les vaniteux, et puis il y avait les idéalistes. Le 3e groupe, c'était les lobbyistes. Là aussi, toutefois, il fallait nuancer. Lui-même, le professeur Alois Erhardt, n'était-il pas lui aussi un lobbyiste, le lobbyiste d'une idée, le lobbyiste de certains intérêts, même si de son point de vue, ceux-ci allaient dans le sens de la collectivité? C'était le genre d'idée qui ne venait pas aux lobbyistes. Il ne pouvait même pas imaginer qu'elle puisse exister. Ce qui le rendait fou et ce qui lui inspirait un tel désespoir à propos de ce think tank, c'était le fait qu'à un moment ou à un autre, ils finissaient toujours par mettre le grappin sur n'importe quelle discussion et par entonner leur mantra, toujours le même. Il nous faut plus de croissance. On pouvait discuter de n'importe quel sujet en débouchait toujours sur la même question. Comment créer plus de croissance? Les ongles incarnés étaient un problème de croissance, avait un jour objecté Erhardt, ce qui ne lui avait valu qu'incompréhension. Erhardt savait que ces lobbyistes n'étaient pas forcément des cyniques, ou pas tous. Il croyait vraiment à ce qu'ils disaient, d'abord parce qu'ils n'avaient jamais rien appris d'autre, et ensuite parce que c'est ainsi qu'ils avaient appris à gagner leur vie. Leur mantra était bien payé, tout le reste l'était moins ou pas du tout. Au moins, c'était une expérience. On ne pouvait pas reprocher à un homme sa quête de confort, pas plus que sa quête de richesse, mais on pouvait lui reprocher d'être vénal, et il l'était objectivement, par la manière dont ils ignoraient les idées qui ne s'intégraient pas au schéma qu'ils étaient payés pour défendre. Petit extrait. Dans un grand paragraphe qui s'appelle « 3 types de membres du think tank ». Et puis je vais passer la parole à Fabien et puis on va comparer un peu nos approches des think tanks vus de Bruxelles, si vous le voulez. Oui, merci. C'est un passage assez intéressant, effectivement. Ça, c'est un des passages que j'ai préféré dans le bouquin, qui est relativement bien vu. Alors, je ne sais pas trop de quel think tank il parle, parce que bon, des think tanks, il y en a énormément à Bruxelles. Donc, c'est un think tank quand même assez particulier, parce que c'est un think tank qui a l'air d'avoir un accès privilégié au président de la commission, ce qui n'est pas forcément la nature de tous. Donc, c'est déjà une première information intéressante. C'est un think tank aussi où on a effectivement ces 3 catégories. Alors, sur les lobbyistes, bon, effectivement, le portrait est assez bien fait. C'est tout à fait juste aussi. Dans un think tank de cette espèce, on va dire, qui a l'air quand même assez select, c'est assez juste d'avoir vu que c'est pas des lobbyistes, des lobbyistes d'entreprise simplement, mais c'est dire des lobbyistes de fondations d'entreprise qui vont être présents. C'est assez réaliste, je pense, qui place aussi
qui place aussi le niveau, qui place aussi la participation à un certain niveau, parce que c'est pas toutes les entreprises qui peuvent se permettre d'avoir des fondations, et encore moins d'avoir des fondations qui elles-mêmes ont des lobbyistes. Donc c'est plutôt pas mal vu. Après, voilà, il y a aussi l'autre catégorie qui mériterait aussi une sorte de lecture, que moi j'ai trouvé peut-être même encore la catégorie la plus intéressante. Il y a les vaniteux, certes, bon, les vaniteux, on pourrait en parler pendant assez longtemps, mais il y a les idéalistes qui, dans le chapitre là, sont toujours en minorité, selon les mots de l'auteur. Et qui finissent toujours par se rallier à une espèce de plus petit dénominateur commun. Et dans la manière dont il est décrit, on comprend que ce sont c'est une espèce de description en filigrane des fédéralistes, grosso modo. Il y a ces lobbies, ces différentes organisations fédéralistes, effectivement, qui sont présentes à Bruxelles, qui sont voilà, qui ont eu un succès, on va dire, tout relatif, et qui sont assez facilement, à tort ou à raison, vus comme des comment dire, des intégristes, enfin c'est pas le bon mot, hein, mais des intégristes de la cause, entre guillemets, qui vont se battre sur des détails, et je trouvais qu'effectivement c'était un petit peu ce qu'on percevait dans la catégorie des idéalistes. Il y a plusieurs catégories aussi qui pourraient être comment dire, présentes dans cette description. D'abord, il y a les journalistes qui ont une importance assez cruciale à Bruxelles, et ils sont en général assez bien introduits dans ce genre de structure, hein. Il y a plus de 1000 journalistes à Bruxelles, je crois, qui couvrent l'actualité européenne. Alors tous n'ont pas ce niveau d'entrée, mais voilà. Il y a les diplomates, et ou les anciens diplomates. Faut pas non plus oublier que les affaires européennes sont aussi beaucoup une question d'États membres, pas simplement de fonctionnaires qui travaillent pour la Commission, mais aussi des diplomates de carrière qui sont envoyés là par leurs États, que ce soit des États membres de l'Union européenne ou des États d'autres, hors de l'Union européenne, qui ont eux-mêmes leur propre représentation diplomatique. Et puis il y a les politiques, évidemment, et en tout premier lieu les eurodéputés, qui sont là aussi en temps normal, 3 à 4 jours par semaine, et qui sont assez, comment dire, pour les plus impliqués, en tout cas, pour les plus impliqués d'entre eux, qui sont très volontiers présents dans ce genre de think tank. Je voulais aussi dire un mot rapidement de cette affirmation: il nous faut plus de croissance. C'est vrai que c'est quelque chose que l'on peut peut-être encore entendre assez, comment dire, assez souvent dans un certain nombre de cercles qui sont un petit peu obsédés par cette question-là. Je pense que ce qu'il essaye de pointer plus par cette description, aussi la manière dont justement il décrit un petit peu les idéalistes, et dans la manière dont les idéalistes fonctionnent, c'est plus cet entre-soi, cette façon de produire du contenu intellectuel un petit peu comme ça, comme des souris qui tournent dans leur cage. Du contenu intellectuel qui s'auto-valide à force d'être répété de manière un petit peu circulaire. C'est relativement réaliste pour l'expérience que j'ai de Bruxelles, mais si on élargit un petit peu la focale, ce mantra de la croissance, quand même aujourd'hui, est relativement battu en brèche. Je pense qu'on n'entend plus ça de manière aussi brutale et aussi directe dans les think tanks les plus influents. Et les concepts maintenant qui sont entre guillemets très à la mode, c'est ceux de la durabilité, d'abord avec le pacte vert européen. Plus personne
peu de gens vont présenter la croissance comme un but en elle-même maintenant, à mon sens. Celui de la souveraineté européenne aussi, aujourd'hui est très, comment dire, très trendy. Donc il y a et puis il y a le déficit démocratique, évidemment. S'il y a un mantra parmi tous à Bruxelles, c'est celui du déficit démocratique que l'on met à toutes les sauces, même si c'est une approximation. Bon, moi, je ne fais pas une lecture très, très différente de Fabien parce que je suis passé un peu aux mêmes endroits. Je fais une lecture, je dirais, qui remonte un petit peu plus loin dans l'histoire parce que j'ai des souvenirs de président de la commission qui avait fait de gros efforts autour d'un think tank qui était la cellule de prospective de la période de Jacques Delors. Maintenant, la question des think tanks, des lobbies et autres structures mériterait évidemment un rapprochement assez complexe entre la vision de menace qui n'est pas si mauvaise que ça et la réalité des choses. Moi, quand je suis avec des publics d'étudiants, j'ai toujours tendance tout de même à bien distinguer les choses par thématique. Ayant travaillé dans 5 domaines différents, dont celui de l'éducation et de la culture, je dirais qu'en matière d'éducation et de la culture, oui, on est dans un monde d'intellectuels où les universités ont de l'importance. La notion de lobby est une notion douce de lobby, c'est plutôt des notions de partenaires. Et bon, je pense que sa vision, sa représentation des choses, elle vaut ce qu'elle vaut. Elle est à présenter ou à garder en termes de roman, mais c'est une assez bonne introduction avec des publics qui connaissent un peu les institutions pour venir à un décodage un peu plus subtil de qu'est-ce que c'est qu'un lobby, qu'est-ce que c'est qu'un think tank. Là, ici, on a un universitaire qui, je dirais, cumule un petit peu il émarge un peu dans toutes les catégories. Hein. C'est un habitué de Bruxelles. Il est lui-même peut-être un peu idéaliste, peut-être un peu vaniteux, lobbyiste sans doute à l'occasion. Donc, on fait un paquet cadeau, mais enfin, bon, on a une assez bonne introduction de la notion de think tank telle qu'on peut le retrouver à Bruxelles, mais ça nécessiterait évidemment un approfondissement beaucoup plus long. Et dans le roman, je trouve que le think tank n'est que évoqué, alors que l'étude ou l'analyse des gens qui travaillent à la Commission européenne est un petit peu plus élaborée. Donc, je pense que je dirais en conclusion, en tout cas, que ce roman est une bonne introduction au sujet, mais mérite tout de même un petit peu de guidage. En tout cas, si on veut se rapprocher de la réalité, il est encore assez loin de la réalité. Si on veut le garder comme roman, eh bien, on peut prendre l'angle d'attaque qu'on veut, voire l'angle simplement de l'énigme policière. Bon, il y a des meilleurs romans policiers quand même. Hein. Moi, je trouve que c'est intéressant parce qu'il touche un peu à différents aspects et ça n'est pas non plus un best-seller. Enfin, je suis un petit peu étonné quand même de son niveau de reconnaissance en Allemagne. Voilà. Donc, Menace lui-même, évidemment, il a souligné dans les interviews qu'il a données autour du livre que c'est un hommage à Bruxelles, son livre un hommage aux fonctionnaires aussi de la commission. Bon, beaucoup des personnages sont caricaturés, ridiculisés, c'est une satire, mais à la vérité, il a souligné qu'il a beaucoup appris pendant ces longues années, donc son très long séjour à Bruxelles, et qu'il a apprécié. Donc l'engagement et la probité aussi de la plupart des fonctionnaires qu'il a pu rencontrer à Bruxelles. Voilà, donc sinon pour l'intrigue très compliquée, bon, l'histoire policière, il aurait peut-être pu s'en passer, mais bon, c'était sa façon de construire le livre. Je vous dis merci. Donc Jean-Marie, je te laisse conclure. Et alors c'est vrai que pour nous, c'est un peu une première dans le contexte de confinement et de faire revivre notre bibliothèque. Mais dans cette première, il y avait comme l'idée derrière la tête de prolongement possible et donc, quelques pistes auxquelles je pense. Il y a d'autres romanciers connus, français notamment, qui ont écrit des bouquins dans lesquels l'Europe est un acteur très important. Je suis en train de lire Aurélien Bélanger, Le continent de la douceur.
J'ai aussi lu La clé USB, alors c'était Philippe Toussaint, je crois. Ce sont des... Et je suis d'accord avec Virginie, c'est aussi per moins. Ce sont des livres qui ont une approche un peu différente, mais qui sont aussi tout à fait intéressants et critiques, mais aussi bienveillants par rapport aux problématiques européennes. Donc voilà, il y a peut-être d'autres initiatives à prendre. Hein. Il y a, chaque année, il y a le prix européen de la Commission, enfin il y a un prix annuel de la Commission qui valorise 2 bouquins chaque année. Et là, j'ai vu cette année que le prix a été accordé à un livre tchèque. Donc, pourquoi pas se rapprocher de nos amis tchèques pour voir si on peut, non pas à distance, mais en présentiel, avoir des échanges autour des bouquins. Et puis, je pense peut-être voir si on peut, avec des partenaires nantais, développer des choses. Il y a le lieu unique qui organise chaque année un salon qui s'appelle Atlantide, avec des séances délocalisées sur des sites. Moi, je verrais bien qu'à Europa Nantes, on puisse accueillir un auteur et avoir un échange sur un livre qui traite de l'Europe. Il y a aussi, je crois que ça s'appelle, c'est Impression d'Europe. Il y a une association sur Nantes qui développe un festival qui s'appelle Impression d'Europe et qui travaille avec les librairies et bon, voir aussi s'il n'y a pas des choses à faire. Donc voilà, je voulais conclure là-dessus. Mais peut-être aussi, donc je lis un message, effectivement, la série, il y a la série Parlement, on nous signale, alors je ne sais pas qui nous signale ça, c'est Virginie. Hein, mais tu peux prendre le micro, hein, tu peux... Oui, non, je ne voulais pas interrompre quiconque, non, simplement j'avais vu quelques épisodes, je ne l'ai pas vu en entier. Voilà, c'était vraiment un peu le même type de protagonisme, et aussi de protagoniste, pardon, et aussi le même type de jeu d'influence. Enfin, il mettait en avant aussi les difficultés à faire aboutir un projet. Et puis voilà, donc je n'ai pas vraiment d'avis de critique sur la série parce que j'en ai vu que 1 ou 2 épisodes, mais ça peut être intéressant pour ceux qui s'intéressent à ces sujets. Alors Fabien, dans nos échanges, tu nous as parlé d'un livre que tu es en train de lire ou que tu as lu récemment, peut-être? Non, un livre que j'aimerais bien lire, parce que malheureusement, j'ai pas eu le temps, mais un livre qui s'appelle Les Compromis, qui a été écrit par Maxime Caligaro et un autre auteur, Maxime Caligaro et Emmanuel Carder, je crois, et il y en a un des deux, je crois que c'est Caligaro, qui est un ancien assistant parlementaire au Parlement. Et donc c'est un roman policier sur une députée verte qui se fait assassiner, bref, parce qu'elle est rapporteuse sur un projet qui fait très très peur aux industriels. Donc voilà, c'est assez intéressant parce que là vraiment, c'est un peu, je pense que c'est un peu comme Parlement justement. Moi je l'ai vu, la série, c'est vraiment à voir si on aime ce genre de choses. C'est vraiment avec des yeux d'insider, et c'est très intéressant à mon sens de voir qu'un objet aussi complexe et aussi bizarre et possiblement ennuyeux que les institutions européennes finissent par prendre cette dimension artistique et cette dimension romanesque. Voilà, il y a eu plusieurs effectivement romans, plusieurs séries qui vont dans cette direction. C'est une tendance très intéressante. Il y a un petit aspect House of Cards européen dans tout ça. Bon, merci pour ces propositions pour notre bibliothèque commune. Donc, dans la bibliothèque d'allemand Der Réouverture, vous trouverez Ich kann jeder sagen, et de toute façon, Die Hauptstadt, si vous lisez en allemand. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose? On a dépassé... Oui, alors moi, j'ai lu Les Compromis et j'ai beaucoup aimé. Voilà. Oui, moi je défends la série Le Parlement. Je sais que c'est une caricature. C'est pareil un peu. Il vaut mieux faire un guidage de ce genre de façon à expliquer, mais je l'utilise assez couramment avec des groupes d'étudiants parce que c'est une introduction assez ludique pour approcher le Parlement européen. Mais effectivement, c'est pas la réalité, donc c'est rebelote. Il faut un petit peu d'explication. Mais c'est bien, c'est ludique. Ok, donc voilà, on peut peut-être effectivement de conclure sur l'idée qu'on peut aborder l'Europe par la culture, par le cinéma, et que
faire parler d'Europe avec toutes ses contradictions, ses ambiguïtés, c'est quand même intégrer la culture européenne qui nous manque sans doute, hein, et le faire à partir d'auteurs étrangers qui peuvent avoir des visions différentes, c'est aussi relativiser nos regards, les croiser, etc. Donc, Martha, je te laisse conclure, puisque c'est toi qui avais l'initiative. Donc, oui, donc on espère tous nous retrouver autour de l'idée de l'Europe et de la culture, à la bibliothèque ou ailleurs. Donc, je vous dis merci beaucoup